continuer notre cours du marketing digital. Alors, à la séance dernière, on a vu la différence entre le marketing digital et le marketing traditionnel. Après, on a vu comment on peut, bien sûr, élaborer une stratégie digitale, à savoir les différentes étapes de la stratégie digitale, la définition des objectifs, la définition de la cible, l'analyse de la concurrence, ainsi que le choix des moyens. Et on s'est arrêté sur la définition de la cible. Alors, on a vu un concept très, très, très important. J'ai déjà parlé du concept, mais je vais répéter pour les personnes qui viennent de rejoindre. Alors, le concept du ciblage qui s'appelle le persona. Ça veut dire on cible une personne, un client type. Parce que sur le digital, on n'est plus sur un ciblage flou, comme j'ai signalé l'autre fois. Alors, on est sur un ciblage bien précis et spécifique surtout. Alors, pour le persona, c'est quoi déjà? Le persona, c'est tout simplement le fait de se mettre dans la peau de votre client. C'est votre client type. Ça veut dire que vous allez analyser son comportement, vous allez analyser son profil tout simplement, en prenant en considération son caractère, ses croyances, ses désirs, ses freins surtout, ses points de douleur et ses motivations. Alors, parce que plus on est proche de notre persona, de notre client, on peut le convaincre facilement. Et nous, comme entreprise, notre objectif, c'est le fait de convaincre le client et surtout lui pousser à l'action. Alors, j'ai parlé l'autre fois de comment on peut bien sûr cibler notre persona, comment on peut offrir une meilleure expérience, parce que si vous ne connaissez pas votre client, vous ne pouvez pas offrir une meilleure expérience, vous ne pouvez pas offrir la meilleure offre et vous ne pouvez pas, bien sûr, créer des liens émotionnels avec ce client ou bien avec votre communauté. Alors, j'ai donné l'exemple l'autre fois de deux profils d'un centre de formation. Alors, bien sûr, pour l'analyse, je dois cibler, comme je viens de signaler, le processus d'achat, la définition du risque, les croyances, etc. Alors, pour les exemples que j'ai donnés l'autre fois ou l'autre séance, c'était sur deux types de personas. Alors, le premier type, c'est ML. J'ai parlé de ML en tant que étudiante, lauréate, qui vient d'avoir son master en marketing et son objectif, c'est le fait d'avoir un emploi sur le digital parce qu'elle a remarqué que les profils digitaux sont plus demandés sur le marché. Alors, quand vous voyez, j'ai analysé bien sûr ML pour sa présence sur les réseaux sociaux, ses motivations et surtout ses freins parce que ML, il cherche un centre de formation pas cher, etc. ML, il veut avoir une formation, il veut faire une formation, il veut suivre une formation adéquate à son budget et surtout son objectif, sa motivation, c'est le fait de trouver un emploi après la formation. Alors, on a déjà vu l'exemple de ML. Il y a aussi l'exemple de Mohamed. Alors, l'exemple de Mohamed, c'est un autre type de persona. Parce que pour la même entreprise, on peut avoir plusieurs types de personas. Alors, c'est la question qui se pose. Comment je peux bien sûr bien savoir mon persona? C'est par rapport à vos clients. Par exemple, moi, je suis à un centre de formation. Peut-être j'ai plusieurs personas. Par exemple, le persona de Mohamed, c'est Mohamed, il a 35 ans. Il est très, très différent par rapport à Amel. Alors, responsable marketing dans une entreprise privée, son objectif ou bien sa motivation, c'est surtout améliorer sa carrière et son poste et conserver son emploi actuel. Alors, il cherche une formation en web marketing. Les métiers du digital, bien sûr, pour lui, sont les métiers d'avenir ou bien de présent. Un profil marketing qui a assez de connaissances en communication digitale est plus demandé dans le marché, etc. Alors ça, on l'a déjà vu l'autre fois. Alors pour Mohamed, comme vous voyez, alors la différence entre Mohamed et Amel, c'est que Mohamed cherche une formation adéquate à son emploi du temps. Pourquoi? Parce que pour lui, il travaille. C'est pour ça que vous voyez que les formations continues sont soit pour le week-end ou bien les soirs, etc. Par contre, Amel, le plus souci pour elle, c'est le souci pour elle, pardon, c'est le temps, mais c'est le budget, mais Mohamed, c'est le temps. Et pour, bien sûr, la motivation, pour elle, c'est trouver un emploi, mais pour lui, c'est surtout avoir, bien sûr, une bonne carrière et surtout avoir un bon poste au sein de l'entreprise même. Alors, pour ne pas trop s'attarder sur le personnage, parce qu'on a déjà vu
la séance dernière. Pour les gens qui viennent de nous rejoindre, vous pouvez la voir sur le live de la séance dernière. Alors, pour le persona, parce que maintenant c'est un concept très, très, très important, alors il y a des sites où on peut analyser notre persona. Ça veut dire qu'ils nous donnent des modèles pour l'analyse de notre persona. Par exemple, ce site, il y a le site Extension. Alors, le site Extension, c'est là où vous pouvez analyser votre persona. Ça veut dire qu'ils vous donnent le modèle au lieu d'écrire sur Excel ou bien PowerPoint ou bien Word, etc. Analyser le persona avec sa biographie, les motivations, les freins, etc. Ils vous donnent un modèle. C'est là où vous pouvez mettre la photo de votre persona, parce que comme j'ai dit l'autre fois, vous devez mettre la photo de votre persona pour individualiser surtout le client et surtout avoir la proximité. Psychologiquement parlant, si je mets la photo, je mets le nom, je peux bien sûr me sentir plus proche de lui, surtout je peux avoir de l'empathie envers lui. Alors, les motivations, la biographie, vous pouvez ajouter l'âge, la situation familiale, etc. Et ça peut même nous aider pour les outils digitaux. Parce que, comme j'ai dit l'autre séance, sur Facebook, vous devez renseigner les centres d'intérêt de votre persona, ses données démographiques, etc. Alors, ça peut nous aider, bien sûr, même pour les outils digitaux, même pour le plan d'action. Alors, l'étape, je pense que c'est la 5e étape pour la stratégie digitale. Alors, c'est le choix des moyens. Alors, le choix des moyens, aussi, c'était l'étape cruciale pour une stratégie digitale parce que c'est au niveau de la stratégie où je dois choisir les plateformes sur lesquelles je dois être présent. Alors, je dois choisir, bien sûr, les moyens. Je dois choisir aussi, est-ce que je peux choisir les solutions gratuites ou bien les solutions payantes selon mon budget, selon plusieurs paramètres. Alors, selon bien sûr mon activité aussi. Alors, pour les solutions gratuites, comme j'ai dit l'autre fois, il y a le référencement naturel. Gratuit, ça veut dire que je ne paye pas une régie publicitaire. Mais ce n'est pas gratuit côté effort, côté coût, etc. Parce que je peux payer bien sûr la personne qui s'en charge, etc. Mais je ne paye pas une régie publicitaire, ça veut dire que je ne paye pas, par exemple, Google pour avoir une visibilité sur les moteurs de recherche. Il y a les réseaux sociaux. Il y a les solutions payantes comme les liens sponsorisés, les bannières, la publicité mobile, l'affiliation, l'email, etc. Ça veut dire que je paye pour faire de la publicité ou bien pour avoir de l'emplacement, etc. Alors, là, et la dernière étape, c'est surtout, j'ai choisi les plateformes. Alors, pour moi, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois proposer une offre éditoriale. Qui dit offre éditoriale, dit quoi? Dit du contenu. Et aujourd'hui, le contenu, c'est votre avantage concurrentiel, tout simplement. Si vous offrez un bon contenu, vous aurez un avantage concurrentiel. Vous serez différent de votre concurrent, par rapport à votre concurrent. Mais si vous n'avez pas un bon contenu, parce que comme vous savez, sur le digital, on est sur un contenu. On est face à un contenu, soit sur le site web, soit sur les réseaux sociaux, soit sur n'importe quelle plateforme, on est face à un contenu et bien sûr, on doit offrir une meilleure expérience par un bon contenu. Alors, c'est pour ça que je dois définir mon offre éditoriale et surtout avoir un bon contenu pour que je puisse me distinguer de la concurrence. Alors, la forme d'une stratégie digitale, bien sûr, je dois identifier le temps qui sera employé sur les plateformes digitales, la charte d'expression sur les médias sociaux, ça on va le voir sur les réseaux sociaux, comment on peut bien sûr élaborer et surtout définir la charte d'expression, comment on peut publier la publication, la charte d'utilisation, etc. La charte graphique, ça c'est très important. Alors, on doit bien sûr respecter la charte graphique, soit sur le site web, soit par le choix de couleurs, c'est très important pour la stratégie digitale. Vous devez le définir avant le plan d'action et le graphisme, tout ce qui concerne bien sûr les plateformes, etc., ainsi que les supports publicitaires qui vous correspondent le mieux. Ça veut dire le choix des supports publicitaires. Comme j'ai dit l'autre fois, ça ne veut pas dire que les gens sont plus connectés sur TikTok, par exemple, bien sûr Instagram, je dois être sur Instagram. Non. Je dois choisir les plateformes selon ma cible et surtout
selon mon activité. Par exemple, moi, je suis sur le B2B, je cible plus les entreprises, je peux dire c'est LinkedIn. Je dois avoir un site web avec des articles, etc., qui seront utiles pour cette communauté. Mais si je suis sur les réseaux sociaux juste parce qu'il y a plus de connexions, il y a plus d'utilisation, alors là, vous n'aurez pas vraiment un retour sur investissement. Peut-être que vous aurez une présence, vous aurez une visibilité, mais si ce n'est pas vraiment votre cible, vous n'allez rien gagner. Alors, après, bien sûr, l'élaboration de la stratégie digitale, je dois connaître les techniques du marketing digital. Alors, avant de commercialiser n'importe quel produit, je dois bien sûr avoir un bon produit. Alors, la même chose pour votre présence digitale. Si vous n'avez pas un bon site web, si vous n'avez pas un bon contenu, vous ne pouvez pas le commercialiser. Vous ne pouvez pas promouvoir votre site web et une fois je visite votre site web ou bien une fois je suis sur votre site web, je n'arrive même pas à comprendre de quoi s'agit-il. Alors là, vous ne pouvez pas atteindre l'objectif facilement. Mais si vous offrez une meilleure expérience, ou si vous avez un bon site, je peux bien sûr passer plus de temps sur votre site, je vais aimer votre entreprise et surtout, qui dit passer plus de temps sur votre site, dit quoi? Dit acheter tout simplement, dit passer à l'action, dit une conversion. Alors, parmi les techniques du marketing digital, on trouve le content marketing. Alors, c'est quoi le content marketing? Il y a le marketing de contenu. Alors, le marketing de contenu, tout simplement, ça consiste à créer un marketing que les gens aiment. Pourquoi un marketing que les gens aiment? Parce que avec le contenu, vous pouvez créer un lien d'appartenance. Vous pouvez avoir un lien émotionnel et vous pouvez surtout avoir de la proximité. Et qui dit contenu, dit un contenu valeureux, dit un contenu engageant. Pas un contenu commercial, mais c'est un contenu utile pour cette communauté. Parce qu'on est sur le digital, on a une communauté. Sur les réseaux sociaux, on a une communauté. Sur le site web aussi, il y a une communauté. Alors, si vous créez un contenu, il n'y a pas d'interaction, peu importe. Mais si vous créez un contenu, il y a de l'interaction, il y a de l'engagement et surtout il y a de l'appartenance, alors là, vous pouvez bien sûr avoir un apport par rapport au marché, surtout par rapport aux concurrents. Alors, pardon. Alors, j'étais où? Voilà. Alors, pour le contenu, bien sûr, c'est la fin du harcèlement médiatique. Pourquoi on dit que c'est la fin du harcèlement médiatique? Parce que via le contenu, vous pouvez avoir des clients facilement. Vous pouvez avoir des ambassadeurs. Vous pouvez bien sûr vendre vos produits ou bien votre service facilement. Et on va voir comment, bien sûr, on peut pousser à l'action via un contenu utile et un contenu valeureux. Alors, le contenu, qui dit contenu, bien sûr, des articles de blog, newsletters, infographies, tutos vidéo, livres blancs, vidéos publicitaires, etc. Et bien sûr, parmi les bénéfices d'une stratégie de contenu, bien de marketing contenu, c'est le fait d'avoir de la sensibilisation, de l'engagement, de la fidélisation, des ventes et surtout de leads. Les leads, c'est des prospects qui vont bien sûr acheter vos produits. Et surtout, aujourd'hui, le grand challenge, bien le grand défi, c'est le fait de produire un contenu engageant et surtout produire un contenu consistant, etc. Alors, le marketing de contenu, c'est tout simplement les techniques de marketing, de création et de distribution de contenu, comme je viens de signaler, pertinents, valeureux, pour attirer, acquérir et engager l'audience cible avec l'objectif de générer des actions clients rentables. Parce que, comme vous savez, on est sur le digital comme entreprise pour avoir, bien sûr, pour vendre, pour avoir un retour sur investissement, pour attirer l'attention, pour faire connaître notre produit. Alors, vous devez avoir une bonne présence. Ça ne veut pas dire que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez un site web, c'est bon, vous êtes visible, etc. Non, parce qu'on va voir même pour le référencement naturel, ou bien pour le référencement payant, et même pour les réseaux sociaux, il opte pour un contenu. Maintenant, pour Google, vous devez produire un meilleur contenu pour être visible. Maintenant, pour eux, c'est le contenu qui compte. Alors, si vous offrez un bon contenu, vous aurez une meilleure visibilité sur les moteurs de recherche. Sinon,
vous serez bien sûr pénalisé par Google. Alors, le contenu, comme je viens de dire, alors on doit avoir un contenu engageant. Surtout, il y a de l'engagement, il y a de l'interaction de la part de notre cible. Alors, comme j'ai dit à l'autre séance, les messages aujourd'hui sont des messages. Avant, c'était une communication passive. Ça veut dire l'entreprise parle, mais le consommateur ne peut pas parler. Quand vous voyez, par exemple, la radio, la télévision, etc. Mais aujourd'hui, on est en communication active. Ça veut dire, en tant que consommateur, je peux parler, je peux interagir avec l'entreprise. L'entreprise, bien sûr, aussi, je parle avec un contenu. Alors, pour le contenu aujourd'hui, alors le grand défi, c'est surtout avoir de l'interaction de la part de la cible ou bien de la communauté, et surtout, avoir de l'appartenance et être fidèle à l'entreprise et surtout même aux plateformes digitales. Alors, la chaîne de production du contenu, c'est bien sûr une chaîne standard. Alors, le contenu commence par une idée. J'ai une idée, je veux créer un contenu, soit rédiger un article, soit publier sur les réseaux sociaux, soit filmer une vidéo. Ça dépend du contenu. Après l'idée, c'est la création. Je passe à la création. Je crée mon contenu. Si par exemple un article de blog, je vais rédiger l'article de blog. Si par exemple une publication, je vais la rédiger. L'infographie, je vais faire la conception, etc. Ça dépend de votre contenu. Est-ce que c'est une infographie, ou bien une vidéo, ou bien un article de blog, etc. Après la création, qu'est-ce que je dois faire? Je dois publier le contenu sur la plateforme adéquate. Ça veut dire, si par exemple c'est une publication, je vais la publier sur les réseaux sociaux. Par exemple, les publications sur Facebook, je vais la publier sur Facebook. Les publications plus professionnelles, je vais la publier sur LinkedIn. Ça dépend de mon activité, ça dépend surtout de ma stratégie. Si par exemple une vidéo, je vais la publier sur ma chaîne YouTube. Si par exemple un article, je vais le publier sur le site web. Après la publication, c'est la distribution. Je dois distribuer mon contenu. Pourquoi? Pour avoir, bien sûr, plus de visites, pour avoir plus de trafic sur ce contenu, surtout sur mes plateformes où je suis présent. Par exemple, si j'ai publié un article sur mon site, je dois distribuer, partager tout simplement mon article sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, etc. Au moins, pour que les personnes sachent comme quoi il y a un article ou bien il y a un contenu qui vient d'être publié par cette entreprise. Et c'est aussi intéressant même pour le référencement naturel, on va voir, pour avoir bien sûr des liens externes et ce qu'on appelle les backlinks, etc. Alors, la distribution, après la distribution, il y a l'amplification. Ça veut dire j'amplifie. C'est quoi l'amplification? Tout simplement, c'est un peu de publicité. Alors, pour le digital, vous devez au moins investir. Et pour l'investissement, même pour le digital, tout ce qui est coût, c'est pas cher. J'ai déjà parlé du coût la séance dernière. Alors, le coût, vous pouvez commencer même parce que si vous ne testez pas sur le digital, si vous ne testez pas, vous allez jamais apprendre. Alors, je ne sais pas, avec nous, il y a des étudiants maintenant. Alors, si vous voulez apprendre, il faut tester. Et pour tester, c'est pas cher. Alors, par exemple, si vous voulez faire de la publicité sur Facebook, alors on va aller voir comment vous pouvez faire de la publicité sur Facebook. Vous pouvez commencer par 10 dirhams, 1 euro, et vous aurez des résultats. La même chose pour le référencement payant. Je commence par 1 dirham et j'aurai des résultats. Au moins parce que via les résultats, je peux apprendre. Et je peux bien sûr pratiquer, tout simplement. Parce que si je reste juste sur des concepts, etc., je ne vais jamais apprendre. Le digital, c'est le fait de tester. Il faut toujours tester pour que vous puissiez apprendre beaucoup plus. Alors, c'est pour ça, même pour le contenu, pour faire connaître mon contenu, pour promouvoir mon contenu, je dois faire la publicité. Je dois amplifier et je dois bien sûr mettre en place une publicité payante pour les publications, bien pour mon contenu en général. Alors, la prochaine étape, c'est l'optimisation. C'est quoi l'optimisation?
l'optimisation, c'est le fait d'optimiser, de modifier tout simplement mon contenu ou bien même le ciblage ou bien le budget, etc. Ça veut dire, ça dépend des interactions, ça dépend des statistiques en temps réel. Je peux modifier, je peux bien sûr modifier la cible, je peux modifier le contenu même parce que des fois, je peux lancer un contenu, j'ai fait de la publicité, mais ça ne marche pas. Il n'y a pas vraiment d'interaction. Je vois qu'il n'y a pas vraiment d'interaction. Il y a personne, les gens, ils n'ont pas apprécié mon contenu. Il y a des commentaires négatifs des fois. Alors là, je peux modifier, je peux mettre en place un autre contenu ou bien changer la cible. Par exemple, moi, j'ai ciblé, par exemple, Merif. J'ai vu qu'il n'y a pas d'interaction. Les gens de Merif ne sont pas intéressés par mon produit. Je peux changer de ciblage parce que j'ai vu que les gens, mais le digital, ça peut même être utile pour des études de marché. Pourquoi? Parce que pour tout ce qui est maintenant digital, etc., on peut avoir des données fiables. On se base surtout sur les actes des consommateurs et non pas sur les dires. Parce que quand je distribue un questionnaire, je peux dire, voilà, moi, je suis intéressée par les voitures, mon centre d'intérêt, c'est les voitures, etc. Mais peut-être ce n'est pas le cas. Par contre, si je fais une étude de marché, etc., ou bien je teste ma cible sur le digital, je peux avoir des résultats fiables. Pourquoi? Parce que ma cible, quand il cherche un produit ou là, il le cherche vraiment. Et moi, je peux bien sûr le savoir facilement via des statistiques, etc. Et facilement sur Google Analytics, qu'on va le voir, Inch'Allah, par la suite, je peux savoir les sortes d'intérêt de ma cible. Et les gens que j'ai ciblés, je n'ai le sort d'intérêt de non. Ils cherchent quoi exactement sur le digital? OK? Alors, c'est pour ça l'étape de l'optimisation, c'est très, très, très intéressant pour n'importe quel contenu. Et comme j'ai dit l'autre fois, pour la stratégie digitale, c'est plus flexible qu'avant et c'est plus flexible. On peut changer, bien sûr, de stratégie, de contenu, de ciblage en temps réel. Et le bilan, c'est tout simplement le contrôle, les KPI, les indicateurs de performance. Est-ce que j'ai pu atteindre mon objectif? Et les objectifs que j'ai définis au préalable, est-ce que j'ai pu les atteindre facilement? Et par quel KPI? Par exemple, moi, je veux des visiteurs et j'ai pu atteindre le nombre de visiteurs. Je veux, par exemple, des fans qualitatifs, bien sûr, tout simplement, parce que, comme j'ai dit l'autre fois, c'est pas le plus important, c'est pas avoir vraiment des 10 000 fans, 20 000 fans, mais surtout avoir de l'engagement, de l'interaction. Parce que des fois, on voit des pages, les noms 30 000 fans, 40 000 fans, mais il y a 3 j'aime, 4 j'aime, des 3 commentaires, et c'est pas vraiment intéressant. Alors, le type de contenu, alors, comme vous connaissez, alors il y a pour le contenu que je dois publier, par exemple, des articles de blog utiles pour la communauté. Alors, je vais vous donner un exemple que j'apprécie vraiment et qui m'interpelle. Alors, pour tout ce qui est contenu, elle publie vraiment un bon contenu. C'est Castorama. Alors, Castorama, c'est une entreprise française qui publie que du contenu utile pour sa communauté. Alors, Castorama, sur leur chaîne YouTube, ils publient des vidéos utiles pour leurs clients, bien pour leurs cibles. Alors, par exemple, comme vous voyez ici, il y a des vidéos qui vous montrent, par exemple, comment poser du carrelage, comment poser un plan de travail, réaliser un plafond autoportant, Et là, ils vous donnent vraiment des conseils et c'est très, très ludique. Alors, moi, n'importe quel moment, et si j'aurais besoin de la décoration, bien, si j'aurais besoin des tutos pour tout ce qui est montage, etc., et je vois leurs vidéos. Comme vous voyez, c'est même pas 7 minutes, 6 minutes, etc. Et vous pouvez apprendre comment poser du carrelage, etc. Et c'est très, très ludique. Même leur site web, ils mettent juste du contenu utile pour leur communauté. C'est le site Une idée de Castorama. Alors, comme vous voyez ici, il n'y a que du tuto. Il y a même des conseils. Mais il y a même aujourd'hui, comme vous voyez ici, je ne sais pas où on peut voir des articles, mais sur leur site, il y a même des articles pour le confinement. Et comment vous pouvez profiter du confinement pour changer la déco, etc. Enfin, pour changer la déco, etc. Et c'est très, très ludique, c'est intéressant pour la communauté. Pardon.
Alors, j'ai dit que c'est ludique et c'est très intéressant pour la communauté. Alors, il y a aussi le contenu ou bien le storytelling. Alors, le storytelling, c'est un type de contenu. Alors, aujourd'hui, les gens aiment écouter la musique, ou bien, la musique, aiment écouter surtout une histoire. Alors, pour eux, c'est surtout si vous racontez une histoire, c'est plus intéressant qu'une promotion, bien qu'une vidéo promotionnelle. Alors, si vous faites par exemple une vidéo promotionnelle avec la musique, etc., avec de la publicité pour la marque et tout, ce ne sera pas vraiment intéressant comme si vous racontez une histoire. Alors, malheureusement, on ne peut pas voir une vidéo, mais si vous voulez, je peux vous envoyer cette vidéo. Alors, la vidéo, c'est une histoire racontée d'une façon, bien sûr, plus émotionnelle surtout, d'un jeune qui a vraiment vécu une jeunesse inoubliable et il a voulu, bien sûr, changer un peu surtout avoir et vivre un voyage unique quand il est adulte. Alors, il a bien sûr replongé dans le voyage il y a 20 ans et il a pu bien sûr vivre une expérience qu'il a pu bien sûr vivre, ça fait 20 ans. Alors, pour être la vidéo, je ne vais pas raconter la vidéo comme là, mais ces vidéos, c'est surtout, ils ont touché le côté émotionnel, surtout quand on vit une histoire, par exemple, et on veut promouvoir un produit, bien un service, et on peut le promouvoir via une histoire. Et par exemple, pour une agence de voyage, parce que pour cette publicité, c'est une agence de voyage, mais ils ont bien sûr touché le côté émotionnel des gens professionnels. Et moi, j'ai déjà vécu un voyage inoubliable dans un pays ou bien dans une ville, etc. Alors, je peux bien sûr mettre en place ou bien mettre en avant tout ce qui est les points forts surtout de ce voyage, tout ce que j'ai pu vivre, etc. Et tout simplement passer le message d'une façon plus utile et surtout plus attirante. Alors, c'est ça le storytelling. Tout simplement pour le storytelling, je dois raconter une histoire où il y a le héros, il y a la solution et il y a le problème. Alors, le storytelling, je ne voulais pas parler beaucoup plus du storytelling parce qu'on va le voir sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, on va voir c'est quoi déjà, quelles sont les étapes du storytelling, comment je peux raconter une histoire, etc. Alors, on va le voir, Inch'Allah, sur les réseaux sociaux plus détaillés parce que généralement, les vidéos qui sont publiées sur les réseaux sociaux, surtout ce genre de vidéos, ce genre d'histoire, sont plus valeureux que sur d'autres plateformes. Alors, pour les conseils, alors un bon contenu est un contenu adéquat. Alors, vous devez publier un contenu adapté à votre activité. Vous devez avoir un contenu orienté utilisateur. Ça veut dire que vous devez adopter le cadre cognitif de vos utilisateurs. Il doit être orienté parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous connaissez votre cible, vous n'aurez pas de problème pour tout ce qui est contenu, pour tout ce qui est expérience, etc. Alors, vous pouvez offrir un bon contenu facilement parce que vous connaissez déjà votre cible, vous connaissez les besoins de cette cible. Et surtout, vous pouvez répondre aux attentes et aux exigences de cette cible facilement. Un bon contenu est un contenu cohérent. Il faut bien sûr exiger la cohérence. Pourquoi? Parce que si vous publiez des contenus incohérents, ça veut dire, qui dit cohérent, dit par rapport à chaque plateforme. Ça veut dire vous publiez un contenu sur Facebook et un contenu, par exemple, qui n'a rien à voir avec ni votre charte éditoriale, ni votre temps, ni votre, comment dirais-je, ni votre type de rédaction, etc. Là, vous pouvez avoir, surtout, vous pouvez perturber la communauté. Alors, il faut toujours opter pour un contenu cohérent, un contenu qui peut refléter tout simplement votre positionnement
et surtout avoir une cohérence par rapport aux couleurs, par rapport au contenu, par rapport surtout à votre façon de rédiger du contenu. Alors, le contenu doit être un contenu concis. Il faut renoncer au contenu inutile et surtout au contenu inapproprié à votre activité. Et vous devez éviter le contenu inapproprié. Par exemple, moi, je vends tout ce qui est produits cosmétiques. Je ne peux pas, par exemple, publier des conseils pour la cuisine, par exemple, ou bien des conseils pour tout ce qui est surf. Je dois rester sur mon activité parce que si je publie un contenu qui n'a rien à voir avec mon activité, je vais les publier pour une autre cible. Et là, je ne peux pas, bien sûr, avoir un contenu orienté utilisateur. Par contre, vu que les gens sur mon site, ils sont sur mon site parce qu'ils sont intéressés par mon produit, ils sont intéressés par mon activité. C'est pour cela je dois avoir, ou bien je dois publier un contenu approprié à mon activité, bien utile pour, ou bien concis pour avoir, bien sûr, plus de positionnement et plus de part sociale. Alors, un bon contenu est un contenu entretenu. Alors, il ne faut pas publier sans plan de contenu. Et ça, on va le voir, bien sûr, même sur les réseaux sociaux. Alors, le contenu, on va le voir plus détaillé, beaucoup plus sur les réseaux sociaux parce que, comme vous savez, qui dit réseaux sociaux dit quoi? Dit contenu. Alors, le contenu, c'est un contenu entretenu. Alors, je dois avoir, bien sûr, un plan de contenu. Je ne dois pas publier du contenu juste au hasard, mais je dois avoir un plan. Qui dit plan dit tout simplement un calendrier éditorial. C'est là où je mets mon contenu, la date, la plateforme où je vais publier mon contenu, etc. Alors, il y a, oui, il nous reste un peu de temps. Alors, pour le site web, on a parlé du contenu, mais on doit aussi parler du côté technique. Alors, le site web, comme vous savez aujourd'hui, on parle toujours de l'expérience utilisateur, on parle d'user experience, etc. Alors, aujourd'hui, si vous voulez offrir une meilleure expérience, vous devez avoir le meilleur site web, un bon site web. Alors, comment je peux avoir un bon site web? Je dois, bien sûr, respecter quelques critères. Et qui dit expérience utilisateur, comment je peux améliorer mon expérience utilisateur avec un bon design, avec de l'ergonomie, avec les fluidités et surtout, le site web doit être facile à utiliser. Alors, la première chose qu'on doit bien sûr avoir, c'est un site web qui capte l'attention du visiteur. Ça veut dire un site web avec un bon design. Et qui dit design dit tout simplement le visuel de votre site web, le choix de couleurs, le menu, etc. Comment, bien sûr, c'est votre première impression. Quand je suis sur votre site web, si par exemple j'ai apprécié votre site web, je suis resté beaucoup plus sur votre site web, ça veut dire que vous offrez une meilleure expérience. Si je sors, là, c'est un grand problème, même pour votre visibilité, parce que si les personnes sortent beaucoup plus, vous serez pénalisé par Google. C'est ce qu'on va voir sur le référencement naturel. Alors, il faut opter pour un design attractif. Le design doit respecter votre charte graphique. Ça veut dire que je dois respecter mon logo. Je dois respecter les couleurs du logo, etc. Ça ne veut pas dire, par exemple, j'ai un logo en bleu, ou bien un noir, ou bien rouge, et je mets une couleur qui n'a rien à voir avec mon logo. Parce que, comme vous savez, le positionnement, vous pouvez même avoir un positionnement par couleur. Par exemple, qui dit violet dit inouï, par exemple. Il y a plusieurs entreprises qui ont pu avoir un positionnement par couleur. Une fois on voit la couleur de cette entreprise, on peut bien sûr la connaître facilement. Alors, c'est pour ça qu'on doit toujours opter par des couleurs qui sont cohérentes à notre charte graphique pour qu'on puisse bien sûr véhiculer un bon positionnement et surtout avoir une bonne présence au niveau, à l'esprit du consommateur. Alors, l'ergonomie. Qui dit ergonomie dit quoi? L'ergonomie, tout simplement, c'est la facilité d'utilisation du site web par le plus grand nombre de personnes. Ça veut dire quand les visiteurs, bien quand votre cible visite votre site web, il doit bien sûr l'utiliser d'une façon plus facile et surtout, il doit connaître déjà votre service, votre produit, qu'est-ce que vous offrez, etc. Ça veut dire qu'il doit être facile et surtout compréhensible. Alors, pour votre site,
il faut avoir, il faut pas avoir, pardon, des clics inutiles. Inutile, ça veut dire je ne dois pas avoir plus de clics. Et surtout, je dois proposer une petite animation sur le site web pour que les gens puissent bien sûr avoir une bonne expérience et surtout comprendre déjà facilement déjà le site web ou bien l'organisation de votre site web. Alors, la règle des 3 clics, il y a une règle pour les clics et surtout pour les clics qu'on ne doit pas dépasser sur le site web. Alors, c'est la règle des 3 clics. Ça veut dire que n'importe quel utilisateur dirigé vers votre site ou bien qui visite votre site web ne doit pas dépasser plus que 3 clics. Ça veut dire quand il est sur votre site web, il cherche une information, il ne doit pas cliquer maximum 3 clics. Par exemple, moi, je cherche une formation en marketing digital. Je vais taper le mot-clé ma formation en marketing digital. Je serai dirigé vers le site web. Alors, je dois être dirigé sur une page de destination là où il y a le master marketing digital. Après, je peux cliquer, par exemple, sur le formulaire. Je vais remplir le formulaire. Et voilà, je peux bien sûr, au moins, avant le formulaire, je dois connaître déjà de quoi s'agit-il, le programme, le budget, etc. Et après, je peux remplir le formulaire selon mon besoin et selon, bien sûr, mes motivations. Alors voilà, l'utilisateur sur n'importe quel site web, bien les sites web e-commerce, site web vitrine, etc., ne doit pas dépasser 3 clics sur votre site web pour avoir, bien sûr, une ergonomie, avoir un site ergonomique. Alors, la vitesse. La vitesse aussi, c'est très, très important. Alors, comme vous connaissez, alors moi, comme internaute, si je visite le site web et il commence, bien sûr, à indiquer quelque chose pour le chargement, alors là, j'aurai un problème. Je ne vais pas, bien sûr, continuer parce que c'est bon, je ne peux pas visiter le site, il y a un problème de chargement, etc. Et là, ça peut nuire l'image de l'entreprise. Et des fois, on est motivé, on veut acheter les produits ou bien on veut visiter le site de cette entreprise, mais le temps de chargement, il peut bien sûr nuire l'image de l'entreprise et surtout ne pas vraiment attirer l'attention du client. Alors, la vitesse, pour analyser la vitesse de votre site web, il y a un site gratuit qui s'appelle Google Speed. Alors, pour visiter le site, il suffit de mettre le lien de votre site web sur le site de Google, c'est Google Speed, et il analyse votre site web soit sur ordinateur ou bien sur mobile. C'est-à-dire vous pouvez avoir les deux analyses, soit sur l'ordinateur ou bien sur le mobile. Par exemple, quand vous voyez ici, le mobile c'est 47%, c'est 45%, et l'ordinateur c'est 84%. Il vous donne même des recommandations, ça veut dire les choses que vous devez modifier, les choses que vous devez optimiser. Et pour le mobile, alors quand vous voyez ici, le mobile, c'est pas comme l'ordinateur. On va voir pourquoi, bien sûr, parce que déjà, le mobile, pour les photos, des fois, ne sont pas optimisés, etc. Alors, quand vous voyez ici, si votre score entre 0,49, c'est médiocre, entre 50 et 89, c'est moyen, et entre 90 et 100, c'est bien. Alors, il y a aussi une autre chose pour tout ce qui est attention du consommateur et surtout visibilité, c'est la ligne de flottaison. Alors, la ligne de flottaison, c'est quoi? C'est tout simplement la ligne virtuelle qui définit la frontière entre ce que l'utilisateur voit et ce qu'il ne voit pas en arrivant sur votre site Internet. Ça, la ligne, quand vous voyez ici, c'est là, en rouge. C'est virtuel, mais j'ai mis juste un trait en rouge pour vous montrer c'est quoi. Alors, vous devez avoir la ligne de flottaison, c'est ce que l'internaute voit en premier. Et c'est à lui de décider où il va voir le bas de votre site web ou pas. Alors, sur la ligne de flottaison, vous devez avoir les informations importantes. Quand je suis sur un site web, ce que je vois en premier, c'est au-dessus de la ligne de flottaison. Il y a une question qui conforme la ligne. Par exemple, là, je peux voir que c'est une agence de voyage. Je peux conclure que c'est une agence de voyage. Mais si par exemple, il y a plus d'informations sur la ligne, au-dessus de la ligne de flottaison, je serai perturbée.
Et même s'il y a du blanc, etc., je serai perturbée. Mais par contre, si je vois juste cette partie, et après, c'est à moi de décider est-ce que je dois descendre ou pas, là, ça sera plus facile et pour mémoriser le site web et surtout pour mémoriser l'activité de l'entreprise. Alors, d'après une étude, 80% des internautes ne regardent pas les informations en dessous de la ligne de flottaison. Ils regardent juste les informations qui sont au-dessus de la ligne de flottaison. Et on va voir même pour le référencement naturel que les gens voient en premier les informations qui sont au-dessus de la ligne de flottaison, et qui sont la première chose qu'on voit sur le site web, il y a ce qu'on voit sur le premier slide du site web. Alors, les informations importantes doivent apparaître en haut du page, au-dessus de la ligne de flottaison. Il doit être accrocheur, il doit accrocher le lecteur pour le convaincre à lire la suite. Et surtout, il doit être optimisé pour les moteurs de recherche. Voilà, c'est des résolutions que vous devez bien sûr mettre, surtout pour les gens qui créent des sites web, etc. Vous connaissez quand même les résolutions pour la ligne de flottaison. Alors, il y a aussi la compatibilité mobile. Maintenant, on parle d'un concept du mobile first. Alors, mobile first, tout simplement que votre site web doit être compatible mobile. On doit le lire sur le mobile. Maintenant, on optimise en premier, on optimise le mobile avant l'ordinateur. Pourquoi? Parce que la plupart des gens maintenant sont connectés sur mobile, sur leur smartphone, plus que l'ordinateur. C'est pour ça qu'on doit avoir un site responsive. Ce qui est responsive dit quoi? Dit que votre site est adapté aux différents supports, l'ordinateur, mobile et tablette. Et on peut le lire comme sur l'ordinateur, comme sur la tablette, comme sur le mobile. Alors, pour voir, pour vérifier la compatibilité mobile de votre site, il y a ce qu'on appelle Google Mobile Friendly. C'est un site aussi gratuit où vous pouvez vérifier la compatibilité de votre mobile et de votre site web, avec le mobile, et pour voir comme un site compatible ou pas. Parce que des fois, il y a des sites qui ne sont pas vraiment compatibles mobile. Mais maintenant, pour les sites qui viennent d'être créés, maintenant, on optimise pour le mobile plus avant l'ordinateur. Et voilà, vous aurez bien sûr le résultat. C'est gratuit. Et vous analysez n'importe quel site web, vous aurez bien sûr les résultats. Est-ce que votre site est compatible mobile ou pas? Il y a une autre chose, c'est le CTA. C'est quoi le CTA? C'est le call to action. Alors, le call to action, c'est l'appel à l'action en français. C'est le bouton ou bien la ligne qu'on trouve sur les sites web pour inciter les visiteurs ou bien les prospects à passer à l'action. Il n'y a pas de bouton de un booking, vous pouvez réserver maintenant, acheter maintenant, cliquez ici, inscrivez-vous, etc. Alors, ça, on l'appelle le call to action. C'est l'appel à l'action. Alors, l'appel à l'action, c'est pour, bien sûr, son objectif, c'est pour inciter les visiteurs ou bien les prospects à passer à l'action. Et surtout, bien sûr, pour avoir une conversion. Alors, ce qui dit action, dit quoi? Dit soit téléchargement d'un e-book, soit envoi d'email, demande de devis, inscription webinaire, réservation, achat, tout ça sont des appels à l'action. Et pour l'appel à l'action, bien sûr, doit être sur votre site web de façon plus efficace. Il doit avoir un design accrocheur. Et qui dit design accrocheur dit couleur. Je dois opter pour une couleur différente de site web. Par exemple, quand vous voyez Booking, c'est en orange. D'après des études et d'après beaucoup d'historiques, ils ont constaté que les CTA les plus attirants sont les CTA avec une couleur comme l'orange ou bien le rouge. Et vous devez opter pour une couleur différente de votre site web pour attirer beaucoup plus l'attention. Il doit proposer bien sûr une valeur claire et surtout, ce CTA, il doit diriger les gens vers une page de destination. Alors, une page où vous devez bien sûr s'inscrire ou bien acheter le produit ou bien voir un webinaire ou bien télécharger un e-book. Ça dépend de votre information et surtout de votre recherche et même de l'incitation à l'action de l'entreprise. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la page de destination.
la page de destination, c'est les landing page. C'est quoi landing page? En anglais, c'est la page de destination. Alors, landing page, c'est quoi? C'est tout simplement la page web sur laquelle un utilisateur atterrit. Et c'est là où l'utilisateur va atterrir. Et la page d'atterrissage. Ça veut dire la page d'atterrissage. Par exemple, moi, je cherche un t-shirt blanc sur les moteurs de recherche. Je dois être dirigé vers une page où il y a t-shirt blanc. Et la page de destination, c'est qu'on fait un t-shirt blanc. Je cherche formation en marketing et communication. Je dois être dirigé vers une page où il y a marketing et communication. Je cherche marketing digital, je dois être dirigé vers une page où il y a master marketing digital. Parce que si je dirige les gens vers une page où il y a, par exemple, tous les masters, ça ne sera pas vraiment intéressant pour le visiteur. Parce que lui, sur le moteur de recherche, il cherche master marketing digital. Il ne cherche pas master finance ou bien master marketing ou bien une page où il y a plusieurs masters ou bien même la page d'accueil. Alors, c'est pour ça, la page de destination, on doit être ou bien doit avoir un seul objectif et un seul message. Selon la recherche de la personne et selon, bien sûr, son objectif. Alors, la page de destination, on doit bien sûr avoir assez clair. On doit s'assurer, bien sûr, que la headline, ce qu'on va voir sur le référencement naturel, est en conformité avec l'annonce. Je dois avoir les mêmes informations que sont sur la headline que sont sur la page de destination. Attirer l'attention vers le CTA et surtout, comme je viens de signaler, avoir un seul objectif, un seul message pour avoir, bien sûr, surtout pour offrir une meilleure expérience. Je ne cherche pas de master digital ou de master marketing. C'est pas vraiment intéressant. Je vais sortir parce que j'ai pas trouvé vraiment mon information, j'ai pas trouvé vraiment ma recherche. Mais pour une entreprise, il doit diriger les gens vers la page adéquate à leur recherche et à leur objectif. Alors, pour la page de destination, il y a plusieurs sites où on peut créer une page de destination qui sera indépendante du site web. Sinon, si vous voulez, bien sûr, la créer sur le site web, oui, vous pouvez le faire. Ça dépend de votre objectif. Alors, la prochaine la séance, on va voir le référencement naturel. Alors, comment, bien sûr, quels sont les critères qu'on doit respecter et quelle stratégie, la bonne stratégie qu'on doit mettre pour être référencé et surtout pour être visible sur les moteurs de recherche. Alors, d'ici, il nous reste 4 minutes. Alors, je vais prendre s'il y a des questions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, il y a une question de M. Khalid. Quels sont les sites pour avoir une formation certifiante en marketing digital? Alors, il y en a plusieurs. Il y a le site Google Active. Alors, je vais écrire Google numérique. Alors, je vais l'écrire ici. C'est Google numérique. Il y a aussi Open Classroom. Alors, Open Classroom, vous pouvez trouver aussi des formations sur le marketing digital. C'est gratuit. Et pour les autres certificats, on va parler des autres certificats quand on va arriver, Inch'Allah, au référencement payant, etc. Vous pouvez avoir plus de... Voilà, j'ai écrit les sites web ou bien... Il suffit de taper Google numérique ou bien Open Classroom pour avoir l'accès. Et c'est gratuit. Vous avez d'autres questions? Alors, j'espère que j'étais claire. Non? Avec plaisir, avec plaisir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, il nous reste 3 minutes. Si vous avez 2 questions, 3 questions, et après... Merci, merci, merci à vous. Merci à vous. Merci Mouad, merci à vous.
Avec grand plaisir. Sinon, je serai à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Merci, Amine. J'espère que tu vas bien. Oui, c'est question de temps, Khalid. C'est question de temps. Je sais, c'est question de temps. Mais vous pouvez revoir le live. C'est question de temps, oui. Je sais très bien que je parle plus vite, mais c'est question de temps. Je veux vous donner plus d'informations en 1 heure, mais Inch'Allah, la prochaine fois, je vais essayer d'être bien sûr moins vite, surtout quand on va voir le côté pratique. Par exemple, le référencement naturel, vous devez suivre avec moi beaucoup plus. Alors voilà, je pense que il n'y a pas d'autres questions. Ok, alors voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. بصحة فطوركم. Mais Inch'Allah, je vous vois la semaine prochaine après l'Eid. Des cas réels, oui, 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 je peux. Je peux surtout les réseaux sociaux et je vais voir avec vous des cas réels, le référencement payant. Oui, pourquoi pas. Oui, bien, et pour voir le côté pratique des choses, mais je vous invite à pratiquer. Et c'est ça le plus important que le digital. Alors voilà, c'est l'heure. Eid comme Moubarak. Inch'Allah, on se voit la semaine prochaine après l'Eid. Merci et bonne fin de journée.